70 000 personnes à Barcelone pour dénoncer le terrorisme. L'attentat de vendredi a fait 17 morts. Vers un rapprochement militaire entre Paris et Bonn, la France d'accord pour la création d'une brigade franco-allemande, mais pas tout de suite. Et puis toute l'actualité sportive du week-end à la fin de ce journal, ce sera Stade de 2e avec Gérard Holtz. Ce dimanche 21 juin, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le sport automobile pour ouvrir ce journal avec le Grand Prix de Détroit aux États-Unis. Le départ vient d'être donné, c'était il y a une quinzaine de minutes. Une épreuve importante pour Alain Prost qui est toujours en tête, vous le savez, du championnat du monde. Alors voici tout de suite le point après un quart d'heure de course avec Lionel Chamoulot. Et l'on retrouve la voiture de tête sur ce circuit de Détroit. C'est Nigel Mansell qui a pris le meilleur départ. Il est toujours en tête, le Britannique, est largement même devant Ayrton Senna, le Brésilien, qui est environ à 4 secondes derrière le Britannique. Après donc une douzaine de minutes de course, vient ensuite Eddie Cheever, l'Américain, suivi d'Alboreto. Prost est 5e et Boutsen est 6e. En tout cas, un début de course tout à fait animé avec de nombreux incidents de parcours, de nombreux incidents et des accrochages même. Et voici donc d'ailleurs Théo Fabi qui rentre au stand alors qu'il essayait de passer Eddie Cheever. Et bien Eddie Cheever lui a arraché son museau au cours de la manœuvre et donc il est rentré au stand. Mais je vous propose de voir le départ de ce 5e Grand Prix de la saison où là aussi s'est passé beaucoup de choses alors qu'on suit un duel en ce moment avec Alliot et Cafi. Voici donc ce départ, tout se passe relativement bien puisqu'il n'y a pas d'incident au moment du départ. Mansell, Senna, Piquet, Cheever, Falby, Alboreto, Prost et Boutsen. C'est l'ordre une fois que le commissaire de course a lâché toutes les voitures. Et puis le réalisateur de la télévision américaine va être très inspiré en nous permettant de suivre ce départ dans la voiture du japonais Nakajima. Voici donc Nakajima qui est au bout de peloton. Il revient sur les voitures qui le précèdent. Et là, regardez, il monte sur la voiture de Capelli. Une première alerte donc pour le japonais. Il est monté sur son pneu arrière, il continue. Et le réalisateur, toujours bien inspiré, reste dans la voiture de Nakajima, du japonais. Et vous allez voir un petit peu plus loin, alors qu'il va aborder une courbe assez serrée, et bien de nouveau un incident pour le japonais. Il continue pour l'instant et voilà, il est touché. La voiture est en l'air, le pneu ne touche plus le sol. On se demande s'il a fait un tout droit ou s'il a été touché par une autre voiture. Et bien en tout cas, il est monté sur une autre voiture, sur la Minardi de l'Espagnol Campos. Décidément un début de course excessivement mouvementé pour le japonais. Et en tout cas, cela illustre bien tout ce qui se passe en ce moment à Détroit, où je vous rappelle que pour l'instant, Nigel Mansell est toujours en tête. On revoit une dernière fois cet accrochage du japonais Nakajima sur sa Lotus. Voilà, et puis un autre point tout à l'heure dans Stade de 2e avec Gérard Holtz. L'Espagne sous le choc du terrorisme aveugle, 3 jours après l'attentat qui a fait 17 morts, c'est le dernier bilan, dans un supermarché de Barcelone. Aujourd'hui, 70 000 personnes ont défilé silencieusement dans les rues de la capitale catalane pour témoigner de leur détermination à refuser le terrorisme. Appelée par tous les partis politiques du Parlement autonome de Catalogne, cette manifestation est la plus importante jamais organisée à Barcelone contre le terrorisme. Commencée avec 20 000 personnes, elle a rapidement grossi, envahi les rues du quartier ouvrier de Saint-André. 70 000 Espagnols sont déplacés pour marquer ainsi leur haine de la violence. La foule digne, silencieuse, s'est dirigée vers le supermarché où s'est produit l'attentat, accompagnant, soutenant les familles des victimes. Cette femme a perdu son mari et son fils de 3 ans dans l'explosion. Cet architecte de 49 ans est mort vendredi alors qu'il faisait des courses. L'heure est aujourd'hui la tristesse et non pas au règlement de compte. Mais la foule unanime désigne l'ETA militaire comme l'auteur de l'attentat. Au moment où Barcelone compte ses morts, le gouvernement espagnol fait face à une escalade du terrorisme qui s'est soudain déplacé de Madrid pour frapper au cœur de la Catalogne. Un rapprochement militaire franco-allemand à l'ordre du jour. 2 informations pour le confirmer. D'abord Helmut Kohl qui se prononce pour la création d'une unité militaire franco-allemande entièrement intégrée et sous commandement français. Et puis d'autre part François Mitterrand qui se déclare favorable à cette initiative à condition toutefois que les choses n'aillent pas trop vite. Et c'est vrai Georges Bortoli qu'on a l'impression que les choses se sont un peu accélérées ces derniers jours. Oui, encore que l'idée d'unité franco-allemande intégrée ne soit pas tout à fait nouvelle, mais le chancelier Kohl, pour la première fois, en a donné une définition concrète.
6 000 hommes environ, moitié français, moitié allemand, complètement intégrés, sous la direction d'un général qui serait pour commencer un Français. Et puis, si cette première expérience réussissait, on pourrait créer ensuite d'autres unités de ce type. Alors, M. Mitterrand pourra en reparler avec M. Kohl aux prochaines manœuvres communes franco-allemandes qui doivent avoir lieu en septembre prochain en Bavière. Et c'est vrai qu'un tel projet soulève tout un monde de difficultés pratiques. Ces soldats qui ne parlent pas la même langue, à quel niveau les regrouper, la compagnie, le bataillon, de quel matériel, en principe commun, les doter, etc. Mais parce qu'elle est pragmatique, l'idée du chancelier Kohl a le mérite d'éviter un certain nombre de querelles théoriques, comme celle de savoir, par exemple, si l'Allemagne de l'Ouest doit bénéficier, en plus du parapluie nucléaire américain, du parapluie nucléaire français. Bien entendu, dans un tel projet, il n'est question pour l'instant que de forces simplement conventionnelles. À l'étranger, 31 villageois turcs massacrés par des extrémistes kurdes dans le sud-est de la Turquie. En février dernier, vous le savez, les bombardements de l'aviation turque avaient fait plusieurs dizaines de morts dans les villages frontaliers kurdes, cette fois au nord-ouest de l'Irak. Le 25e anniversaire de la fin des combats en Algérie, avec une prise d'armes dans la cour d'honneur des Invalides en présence de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Lors du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, on comptait environ 20 000 tués dans les rangs de l'armée française et 140 000 étaient dénombrés chez les combattants adverses. L'indépendance en 2 tableaux. Alger, le retour du vainqueur d'abord. Ben Bella, chef de l'insurrection et libéré par les Français, ce sera dans quelques mois le premier président de la République algérienne. Alger, le départ des vaincus ensuite, les pieds noirs. Ils ont tout perdu, la terre et l'honneur. Ils seront 1 million à débarquer en France. 8 ans plus tôt, le 1er novembre 1954, c'est par une série d'attentats que tout commence. Les événements, comme on dit pudiquement à l'époque, font 8 morts. À l'origine, une poignée de jeunes nationalistes, déçus par leur leader, fascinés par Nasser et révoltés par la France. Les tracts sont signés FLN, c'est le début de la guerre. D'emblée, la France ne veut céder sur rien. Un homme va incarner au mieux cette politique, c'est Jacques Soustelle, nommé gouverneur général en 1955. Un an plus tard, Robert Lacoste lui succède. Soustelle est gaulliste, Lacoste socialiste, étiquettes différentes, politiques identiques. Les pouvoirs spéciaux sont votés. Le contingent militaire s'accroît en Algérie, les pouvoirs de Lacoste aussi. Car la rébellion a fait tache d'huile. Des campagnes, elle a gagné les villes, où les parachutistes de massue font la police. C'est la bataille d'Alger dans les ruelles de la Casbah, avec son cortège d'entorses aux lois de la guerre. Attentats aveugles d'un côté, interrogatoires brutaux de l'autre. En France, pendant ce temps, les gouvernements de centre-gauche qui se succèdent sont paralysés par la question algérienne. Et ce d'autant que les gaullistes sont prêts à tout pour hâter le retour du général. De Paris, certains comme Michel Debré par exemple, appellent donc à la révolte des Français d'Algérie. À Alger, d'autres vont l'organiser. Le 13 mai 1958, la foule assiège, puis occupe le bâtiment du gouvernement général. Au balcon, Salan, commandant en chef, fait acclamer le nom de De Gaulle. Sous la pression d'Alger, Paris va céder. Juin 1958, De Gaulle est revenu aux affaires et c'est sur cette place qu'il a plébiscité qu'il prononce son fameux « Je vous ai compris ». Début des malentendus car De Gaulle fait le contraire de ce que les pieds noirs ont cru entendre de sa bouche. Il négocie en secret avec la rébellion, attitude d'autant plus scandaleuse à leurs yeux que les soldats français ont gagné la guerre sur le terrain. À leur tour, les partisans de l'Algérie française vont rentrer en dissidence. Semaine des barricades, putsch des généraux, création de l'OAS, des Français vont bientôt tirer sur d'autres Français, la guerre change de nature. Mais De Gaulle, lui, ne change pas. La France doit lâcher l'Algérie si elle veut encore pouvoir jouer un rôle planétaire. Mars 62, Évian, les accords de cessez-le-feu sont donc signés avec le FLN. Le 1er juillet, l'Algérie dit oui à l'indépendance. Ainsi se terminent 130 années de souveraineté française de l'autre côté de la Méditerranée. En politique, le congrès de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, 2 mots d'ordre pour son nouveau président Pierre Mauroy, se mobiliser pour les prochaines élections et lutter par tous les moyens contre Jean-Marie Le Pen. L'un de ces faits divers maintenant, l'un de ces faits divers qu'on aimerait ne jamais voir ou entendre. 6 enfants de 2 couples sont morts tôt ce matin dans l'incendie de leur maison près de Périgueux. Emmanuel Vanier.
4 des 6 enfants de cette femme ont péri dans les flammes, mais l'aîné a pu s'échapper par les toits en sauvant son petit frère, un bébé de 9 mois. 2 autres enfants d'une famille qui vivait dans le même pavillon sont morts carbonisés. Les 6 victimes, 5 fillettes et un petit garçon, avaient de 3 à 6 ans. Les causes de l'incendie restent indéterminées, mais selon le témoignage d'un enfant rescapé, c'est un court-circuit dans un vieux téléviseur qui serait à l'origine du drame. L'incendie s'est propagé très rapidement, les pompiers n'ont pu que l'empêcher de s'étendre aux maisons voisines. Les parents ont tout tenté pour sauver leurs enfants. Une femme a été gravement brûlée en voulant pénétrer dans la maison en flammes. En vain, le pavillon, disent les témoins, a brûlé comme une torche. Voilà, je pense que nous avons des nouvelles de Raymond Barre. Raymond Barre qui est actuellement en Corse, donc au lendemain de l'assassinat du docteur Jean-Paul Lafay. Vous le savez, M. Barre qui, me semble-t-il, a fait une déclaration il y a quelques instants en arrivant. Je vérifie tout de suite que cette image nous est bien arrivée. Je demande une petite seconde. Bien. Apparemment, nous aurons cette déclaration un peu plus tard. Nous allons parler d'autre chose maintenant avec, sans transition, eh bien, la fête de la musique ou les concerts au quotidien, si vous préférez, depuis hier soir. Une fête qui est dorénavant traditionnelle et qui fut quand même un peu gâchée, au moins dans le nord et dans la région parisienne, par, il faut bien dire, un bien vilain temps. Quelques notes de cette fête maintenant avec Pascal Deschamps au stylo basse et Jean-François Haussmann à la clarinette à cassette. Fête de la musique, qui disait, et aujourd'hui, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Une croche nostalgique, une double croche jazzy pour les amateurs de Yann Silva, et une mini-école des fans sous les platanes du Jardin du Luxembourg. Et qu'est-ce qu'elle te fait à manger, ta maman, le plus souvent? Des pâtes, non? Oui. Des frites aussi? Non. Et elle est où, ta maman? Là-bas. Sale jour pour les rockers, réunis gare Montparnasse, le concert est annulé par la pluie qui arrose les derniers mètres de la course des garçons de café. On les aura. Est-ce que vous savez que c'est la fête de la musique aujourd'hui? Oui, je sais. Vous chantez pas? Moi, tout le temps. Vous l'aurez remarqué, chacun fait de la musique avec ce qu'il a. À 17h, il ne pleut plus, mais devant la gare Montparnasse, les rockers s'interrogent, les amplis sont mouillés, ils risquent l'électrocution. Pour l'instant, tous les concerts de la fête de la musique qu'on a fait, on en fait depuis le début. Ça s'est pas réellement bien passé. Hein. Et vous continuez quand même? Bah, on continue quand même, ouais, parce qu'il faut le faire. 19h, le concert commence, il durera jusqu'à la nuit, à condition que l'été aime le rock'n'roll. Bien, je vous parlais de Raymond Barre il y a un instant. Monsieur Barre qui est arrivé en fin de soirée vers 19h30 en Corse. Une visite d'importance politique dans la mesure où il arrive donc 48 heures, enfin 3 jours après l'assassinat du docteur Jean-Paul Lafay dont les obsèques ont été célébrées hier. Monsieur Barre qui à son arrivée a fait une déclaration, une prise de position en quelque sorte sur les derniers événements. Au moment où j'arrive en Corse, l'île est endeuillée par l'assassinat du docteur Lafay. Mes premiers mots seront pour rendre hommage à ce Français courageux qui n'a commis d'autre crime que de vouloir une Corse française, paisible et prospère. J'espère que les auteurs de cet odieux attentat recevront le châtiment qu'ils méritent. Je voudrais aussi rendre hommage aux forces de l'ordre. Voilà donc déclaration de Raymond Barre, de l'ancien Premier ministre, il y a un instant donc lors de son arrivée en Corse. Nous passons au sport maintenant avec Stade 2, deuxième édition et Gérard Holtz qui vient de s'asseoir sur son siège à bascule. À bascule, j'espère pas trop souvent Bernard. J'espère qu'il sera bien fixe. On va commencer par le sport automobile. Voilà. 5e Grand Prix de la saison donc, c'est le Grand Prix de Détroit aux États-Unis. Alors c'est un Grand Prix qui pose bien des problèmes parce que c'est un circuit en ville qui est très glissant. Le revêtement est très inégal, il est très bosselé également. La plupart des pilotes ne l'aiment pas, il faut le reconnaître. Et donc c'est un circuit qui est difficile. Vous avez vu tout à l'heure le départ commenté par Lionel Chamoulot. Mansell était en tête et tout de suite je vous propose bien de retourner sur ce circuit en direct avec Lionel Chamoulot pour savoir si Mansell est toujours en première position. Lionel.
Oui Gérard, Mansell fait même un cavalier seul alors qu'on voit Derek Warwick là qui est au stand. Nigel Mansell est largement en tête, on suit le champion du monde Alain Prost qui est en 5e position actuellement. Et Mansell fait donc un cavalier seul puisqu'il a plus de 15 secondes d'avance sur son second Ayrton Senna après 26 minutes de course. Mansell est parti en tête et il n'a pas quitté cette tête, au contraire il a accentué son avance au fil des tours. C'est une véritable démonstration de la part du Britannique. Les positions donc Mansell en tête, deuxième Senna, troisième Michele Alboreto que vous voyez passer devant Thierry Boutsen, le Belge ici. Alain Prost est derrière mais il est attaqué. Il passe un attardé et il est attaqué par Gerhard Berger, la autre voiture rouge, c'est-à-dire la Ferrari. Berger qui est 6e en 7e position. Le coéquipier d'Alain Prost, il s'agit de Stefan Johansson. Donc pour l'instant des accrochages mais rien de bien sérieux, une course très mouvementée et Alain Prost qui fait une course prudente, une course d'attente en restant bien dans le sillage des premiers, mais pas du premier qui est Nigel Mansell et qui pour l'instant domine complètement cette course, 5e Grand Prix de la saison. En tout cas, Nigel Mansell fait un petit peu ce qu'il avait fait à Monaco, un départ canon. Il est resté en tête du Grand Prix de Monaco assez longtemps, avant de connaître un ennui mécanique qui l'a contraint à abandonner. Mais s'il n'avait pas eu cet ennui mécanique, il aurait remporté une nouvelle victoire. Et là, eh bien, si la mécanique tient, il serait étonnant que Nigel Mansell ne remporte pas un nouveau Grand Prix ici à Détroit. Lionel, vous restez derrière votre micro car on vous retrouve à la fin de ce journal, de ce stade de deuxième pour d'autres informations sur ce Grand Prix. On continue avec l'automobile avec la F3 maintenant. Oui, Grand Prix de F3 sur le circuit de Rouen-les-Essarts, 9e épreuve du championnat de France, victoire de Jean Alesi. Et de la moto aussi à Monza en Italie. Les 6 heures de Monza comptant pour le championnat du monde d'endurance, victoire des Italiens Ferrari et Tardozzi. Les Français Moineau et Le Bihan sont en tête au classement provisoire du championnat du monde. Et puis nouvelle, je dirais, de 4 copains qui ont fait un très beau sport et une très belle compétition aujourd'hui. 4 gentils fous volants à bord d'une fantastique machine. Furtik, Pescarolo, Oriol, Powell, pilotant le Spirit of GB, c'est-à-dire un Lockheed Lodestar 18, vieux de près de 50 ans. Et bien tous les 4, ils ont fait le tour du monde en 88 heures et 48 minutes, c'est-à-dire en battant le record, le fameux record d'Howard Hughes établi en 1938. Francis Maroto. Il a fallu 88 heures et 48 minutes à Patrick Furtik, Hubert Auriol, Henri Pescarolo et Arthur Powell pour battre un record vieux de 49 ans. 1938, Howard Hughes établit le record du tour du monde en avion à bord d'un Lockheed 18, 91 heures et 17 minutes pour boucler 23 852 km. Alors pour ce vol, chacun connaît son rôle. Patrick Furtik, pilote, Henri Pescarolo, copilote, Hubert Auriol, navigateur et Arthur Powell, responsable de la maintenance. L'Union soviétique ayant refusé le survol de la Sibérie depuis l'épisode du jeune Allemand atterrissant sur la place rouge, route obligatoire le pôle Nord. Il y avait 2 solutions, soit on passait par le sud, c'est-à-dire soit Pékin, soit Hong Kong, Bangkok, mais alors c'était une route beaucoup plus longue, impossible de battre le record. Soit on passait par le nord, et là Patrick a eu l'idée géniale de cette route, et le pôle Nord c'est quelque chose de fabuleux, d'impressionnant. Impressionnant aussi l'arrivée nocturne à New York, 3h30 heure locale. La première partie du voyage est bouclée, les délais sont non seulement tenus, mieux, on est en avance. Les préparatifs retour peuvent commencer. Révision en prévision donc de ce voyage retour. Le soleil se lève à peine, l'avion redécolle pour rallier le point de départ, Paris, le Bourget. Paris en vue, Paris tenu. Les Français ont battu le record de Howard Hughes de près de 2h30, 2h29 minutes exactement. Le cyclisme maintenant avec un Allemand dans le Midi Libre. Grand Prix du Midi Libre, victoire aujourd'hui dans la 3e étape Mende-Rodez, 204 km de l'Allemand Rolf Goltz. Et puis à chaque étape son leader dans ce Grand Prix, puisque Gilles Sanders, après Boyer, est en tête maintenant du classement général. La Suisse avec son Italien. 6e étape, victoire de l'Italien Giovanetti, le leader est le Suisse Winterberg. Un peu de handball, on en parle rarement. Doublé de Gagny, c'est une très belle performance. Gagny a gagné la Coupe de France en battant Créteil par 27-20. Il faut ajouter à tout cela. L'escrime, Boisse a établi le même record que Ribou, c'est-à-dire 5 titres de champion de France à l'épée, c'était hier. Un très grand épéiste. Tout à fait. Il faut saluer Philippe Poupon qui a battu le record de la traversée de l'Atlantique à la barre de son Fleury-Michon en 7 jours,
13h01. Et puis que Martina Navratilova a été battue au tournoi d'Eastbourne. Je cherche le télégramme, mais j'en suis sûr. Je l'avais noté dans un petit coin. C'est assez mauvais signe pour la gagnante de Wimbledon, mais elle part quand même favori. Je vous rappelle que Wimbledon commence demain, qu'il fait un temps relativement anglais sur la capitale londonienne, sur la capitale britannique, c'est-à-dire le soleil brille. C'est-à-dire qu'il pleut un petit peu, c'est vrai, il a plu un petit peu ces derniers jours, mais normalement le tournoi doit commencer demain à 14h locale, c'est-à-dire 15h heure de Paris, avec en direct sur Antenne 2, Boris Becker qui va jouer le premier match comme d'habitude. Et puis on rappelle que Martina a été battue quand même à Roland-Garros. Et Martina a été en plus battue à Roland-Garros, c'est vrai. Alors maintenant, je vous propose les images, quelques-unes des images les plus étonnantes du week-end sportif. Et on va commencer par un karatéka. Il est américain et en 1 minute, eh bien, il a cassé la bagatelle de 141 planches de bois épaisses de 2 cm 54. Alors on ne va pas passer toute la minute, on va aller un peu plus vite qu'il n'a été lui-même. Ensuite, l'épreuve des tractosaures, c'était à Amboise, et en particulier cet engin remarquable que l'on appelle le supercoptère, puisqu'il est équipé d'une double turbine d'hélicoptère, vous allez le voir, qu'il développe 2000 chevaux, et que souvent, dans cette épreuve, on traîne des charges de plus de 8 tonnes. L'US Open en golf, alors les putts de Watson, Norman, Ben Crenshaw, Ballesteros sont réussis, les approches aussi. Vous voyez tout ce qu'il faut faire. Et puis là, alors, eh bien là, la balle va jouer avec nos nerfs. Regardez, elle roule, elle ralentit de plus en plus. Alors elle va rentrer, Bernard, ou pas? À mon avis, elle s'arrête juste avant, non? Oui. Elle s'arrête là, à 1 centimètre du trou. Voilà. Toujours comme ça. À Monza, en Italie, la plus belle chute de tout le week-end. Et il va s'en sortir sain et sauf. Regardez. Incroyable. À mon avis, la roue arrière a dû se bloquer, le moteur a dû serrer. On va revoir cette chute au ralenti. Personne ne le heurte, ce qui est un autre miracle. Alors regardez, c'est le Suisse Max Tauber pendant les 6 heures de Monza d'endurance. Regardez sa roue arrière. Voilà, elle a dû se bloquer à mon avis. Alors il part en travers, il saute par-dessus sa machine. La machine explose complètement. On voit même de l'essence gicler un peu partout. Regardez. Détruite. Heureusement, elle ne retombe pas sur Max Tauber. Et heureusement également, tous les pilotes qui viennent derrière ont pu éviter. Il s'en est sorti avec quelques contusions, mais je pense que ça, nous allons la garder en archive. Ça fait partie des images de l'année, surtout parce qu'il s'en sort sain et sauf. Une très grosse peur, j'imagine. C'est tout pour vous, Gérard. On retourne peut-être à Détroit pour savoir où on en est, Bernard. Absolument, on va voir Détroit, comment ça se passe. Tout de suite, Lionel, c'est à vous. Lionel Chamoulot. Oui, avec toujours Nigel Mansell en tête de ce Grand Prix de Détroit. Et les affaires vont un petit peu mieux pour Alain Prost, puisqu'Alain Prost est remonté à la 4e place. Il a dépassé au freinage tout à l'heure Boutsen. Donc les positions, Mansell en tête, 15 secondes derrière Ayrton Senna, puis Michele Alboreto, 4e Alain Prost, 5e Thierry Boutsen, 6e Berger et Piquet qui est 7e et qui fait une belle remontée. On voit ici Thierry Boutsen justement, qui maintenant lui est talonné par Berger. Et donc toujours Mansell qui continue son festival. D'ailleurs on ne le montre pas souvent à l'écran. Aussi Martin Brundle qui revient au stand. On ne le montre pas trop souvent à l'écran car il fait vraiment un cavalier seul pour l'instant, le Britannique. Et il serait bien difficile de remonter sur lui dans la mesure où je vous dis il a 15 secondes d'avance sur le deuxième Ayrton Senna. Ensuite toujours la bagarre entre Boutsen et Berger. Une information également, le coéquipier d'Alain Prost, Stefan Johansson, s'est arrêté au stand. Il n'est pas reparti. C'est toujours un petit peu inquiétant lorsqu'une des deux McLaren a un problème car généralement eh bien l'autre risque aussi d'avoir le même problème. C'était le cas à Monaco dernièrement avec Prost et Johansson. On espère en tout cas que la voiture d'Alain Prost va tenir. Le voici justement Alain Prost en 4e position qui fait sa course et qui dès qu'il le peut eh bien, essaie de revenir sur ses poursuivants pour l'instant, enfin sur ceux qui le précèdent plus exactement. Pour l'instant il revient sur Michele Alboreto et sa Ferrari qui est en 3e position. Donc après une vingtaine de tours, premier Nigel Mansell, 2e Ayrton Senna, 3e Michele Alboreto, 4e Alain Prost, 5e Thierry Boutsen et 6e Gerhard Berger. Merci Lionel pour ces précisions. Donc l'arrivée de la course, on connaîtra les résultats en tout cas dans le dernier journal, mais rien avant me semble-t-il. Non.
Bien, avant de vous parler du tiercé, cette information que l'on m'apporte, cette dépêche qui confirme que l'organisation indépendantiste basque ETA vient de revendiquer l'attentat de Barcelone qui a donc fait 17 morts, je vous en parlais tout à l'heure, 17 morts vendredi. On avait montré du doigt l'ETA, mais jusqu'à présent, le mouvement indépendantiste n'avait pas revendiqué, donc c'est maintenant en fait. C'est donc l'ETA qui revendique cet attentat. Les résultats et rapports du tiercé qui secourait aujourd'hui à Auteuil, 3 chiffres à retenir pour ce tiercé. 13, 9 et 2, vous allez voir l'arrivée de ces... Voilà, 13, 9 et 2, rapport dans l'ordre pour 5 francs, 3 847 francs 50, et rapport pour 5 francs, mais placé dans un ordre différent, 769 francs 50, et l'arrivée donc de ce tiercé d'Auteuil. Et je me tourne vers Brigitte Simonetta, car vous avez dit été, Brigitte. Moi j'ai dit été, non, pas du tout. Non, en fait c'est une boutade, parce que nous qui vivons au nord de la France, nous ne savons plus ce que cela veut dire. Et pourtant, plus au sud, on note une amélioration, une nette amélioration. Alors on regarde d'abord l'image satellite. Vous parliez de Wimbledon, Gérard, et nous allons voir que les nuages nous arrivent de l'Angleterre. Photo satellite. Voilà, l'Angleterre elle est beaucoup plus haute, alors elle nous envoie des perturbations, et puis il y a une autre ondulation qui arrive sur le nord de la France. Alors résultat, sur la carte de demain, au nord, pas d'espoir, ce sont des nuages. Nuages avec quelques ondées sur le nord, en fait, de la Normandie, au nord jusqu'au bassin parisien et à l'Alsace, donc accompagnés de quelques ondées. De très belles éclaircies de la Bretagne au Pays de la Loire, centre, région Rhône-Alpes, Massif central. Ah non, pas du tout. On fait une blague. Non, n'ayez pas peur, ne croyez surtout pas cette carte, qui est d'ailleurs très jolie. L'ouragan, pas question. Voilà, et puis du vrai beau temps au sud de la France. Les températures, j'ai très peur. Les températures pour demain seront en hausse, oui, ce sont les bonnes. Vite, de 15 à 19 degrés sur la moitié nord et de 18 à 25 degrés sur la moitié sud. Demain, ce sera le lundi 22 janvier. Le soleil se lèvera 22 janvier le 22 juin. C'est un 30 janvier, oui, tout à fait, bravo. J'en perds toute notion du temps. Demain sera le lundi 22 juin. Le soleil se lèvera à 5h49, se couchera à 21h56 et ce sera la Saint-Alban. Et de la neige dans les plaines, non? Et du soleil en plaine. Mais ma chère Brigitte, vous êtes toujours apporté poésie et élégance dans cette météo. On vous en sait gré, tout à fait. Voilà, dernier journal avec Philippe Gassot aux environs de minuit. Ce soir, demain, 6h45, premier rendez-vous, c'est Télématin. Bonsoir, à demain, 20h, avec de la météo.